Bonjour Stéphane, nous avons vu passer ce matin l'article donc de Willer Fitz qui vous accuse notamment de harcèlement, mais aussi des soucis financiers que peuvent avoir votre formation. Qu'est-ce que vous avez du coup à répondre à cet article? Honnêtement, quand on a pris connaissance de cet article-là hier en amont, parce on nous a demandé une réaction, on a collectivement, je ne sais pas, eu le sentiment, on ne savait pas si on devait en rire ou en pleurer. C'est tellement cousu de fil blanc par rapport à ces calomnies, on sait clairement d'où elles viennent. Malheureusement, la vie d'une équipe, euh, comment je peux dire ça, est faite d'allées et venues de gens au sein d'une compagnie. C'est comme dans n'importe quelle société. Il y a des coureurs qu'on renouvelle, d'autres qu'on ne renouvelle pas. Ça fait partie d'une vision. Donc à partir de là, effectivement, l'objectif clair était de créer un climat plutôt négatif. Est-ce qu'on doit, nous justifier en permanence? Ce que je sais, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le 2 octobre dernier, il y avait donc la date limite pour le dépôt de garantie nécessaire pour justement, c'est un peu le sésame de tout enregistrement de l'équipe pour une nouvelle saison, ce qui a été fait correctement de notre part. Le budget est équilibré. C'est vrai qu'il y a eu un moment d'incertitude, ce qui a provoqué, je pense, une certaine lenteur au niveau du marché, des coureurs, des recrutements et du mercato. Mais c'était pas forcément une inquiétude pour nous dans la mesure où on avait comment dire, assurer le réengagement de nos principaux leaders. Donc, on savait où ce qu'on allait. Et voilà, on a eu un peu de retard là-dessus parce que Destiny a eu un petit peu, a mis un peu de temps à donner sa décision par rapport à la continuité ou pas de l'équipe. Mais au-delà de ça, non, tout est en ordre. On est en train d'aménager notre nouveau service course qui est vraiment somptueux. Euh, tout est, tout est prêt pour le prochain rassemblement. Non, c'est un peu, on est neuvième mondial pour la deuxième année consécutive. Évidemment, on n'est pas le neuvième budget mondial, bien loin de là. Donc on est effectivement sur une réussite totale et régulière sur ces 2 dernières années, avec un maximum de coureurs qui brillent. On n'est pas sauvé par un leader en particulier, même si nos leaders jouent parfaitement leur rôle, mais on a aussi une vision tournée vers les jeunes, de développement, et c'est vrai que ça fonctionne bien. Ça dérange forcément certaines personnes, probablement, mais c'est vrai qu'encore une fois, on est un petit peu partagé entre le fait d'être un peu désolé de ce genre de calomnie qui nuit forcément à l'image de l'équipe, mais en fil envie de rigoler. J'ai même pas été contacté par je sais même pas comment, si on peut parler de ça d'un média, mais vous êtes les seuls à me demander une réaction. Donc voilà, merci à vous de me donner la parole. Pas de souci. Euh, que comptez-vous faire? Peut-être parler de recours en justice, quelque chose parce qu'il y a quand même de l'harcèlement, c'est quelque chose à ne pas négliger, les impayés, etc. aussi. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ben, évidemment, on est déjà sur l'affaire. On va pas laisser passer les choses. On sait exactement de qui ça vient. L'important pour nous aujourd'hui est de clarifier les choses, de cette chose-là. Donc voilà, maintenant il faudra argumenter. C'est bien beau de parler sous couvert d'anonymat, mais l'anonymat est vite levé. Il y a des gens aussi hein, qui savent parler de ces personnes-là. Donc on n'a pas eu de mal à les identifier. Euh, Encore une fois, c'est juste très bas, à la hauteur des personnages, des deux personnages principaux. Voilà. Et, les choses on fera les choses comme il faut, il n'y a pas de souci. Maintenant, nous, on est focus sur la saison, on est focus sur l'équipe, on est focus sur le retour dans le World Tour. Donc, c'est ça qui monopolise notre temps aujourd'hui. En mai dernier, les médias ont parlé peut-être d'un nouveau sponsor pour remplacer Destiny. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou vous allez rester qu'avec Lotto? Euh, c'est une bonne question dans le sens où, effectivement, pour résumer un peu la situation, Destiny avait en fait un contrat de 2 ans avec une option de 2 ans supplémentaires.
Cette option-là pouvait être levée, je dirais que 31 décembre de cette année. Donc, on était un peu bloqué du fait qu'ils mettaient beaucoup de temps à nous donner une vision claire sur le futur avec eux ou pas. On l'a eu juste après le tour. Donc, à partir de là, c'est vrai que la réflexion s'était posée bien avant pour se dire effectivement qu'est-ce qu'on fait, ne serait-ce que par rapport à notre partenaire majeur et propriétaire de l'équipe, je le rappelle, la Loterie nationale belge. Et donc, pour anecdote, c'est la 40e année de sponsoring d'une équipe cycliste par la loterie belge en 2025. Donc, on a eu ces deux options-là. Et effectivement, la garantie de la loterie que pourquoi pas partir seul sur cette année 2025, mais que effectivement, c'était quand même un objectif de trouver un partenaire ou un copartenaire en phase surtout avec nos valeurs et donc la recherche est en cours. On a diverses pistes, évidemment. On est très actif sur ce plan-là, mais le timing de décision pour une entreprise n'est pas toujours le même timing nécessaire sur le plan sportif. On sait que au 15 octobre, tout doit être équilibré d'un point de vue budgétaire et on doit amener les garanties suffisantes, ce qui est le cas. Et là, aujourd'hui, si on se parle à l'instant T, oui, l'équipe s'appellera uniquement Lotto l'année prochaine. Donc, mais il est fort possible qu'il y ait du mouvement et des changements d'ici le début de l'année. Donc vous avez enregistré des recrues, pas mal quand même de départs avec des coureurs qui étaient là depuis longtemps. Je pense à Campenarts, à Krohn, à Florian Vermeersch, etc. Le mercato est donc terminé de votre côté? Comme je le disais, on a eu un peu de retard sur le marché. Maintenant, les départs sont des départs voulus, mis à part celui de Florian Vermeersch, clairement, et peut-être de Mathis Paskens, qui est un coureur un peu de l'ombre, mais qui nous apportait beaucoup. Le reste était forcément des choix par rapport à la vision que l'on a. Encore une fois, on a la chance d'avoir une équipe de développement au top qui fonctionne depuis de nombreuses années. Kurt Van Hoover fait un travail fantastique depuis de nombreuses saisons avec ses jeunes. Il est aujourd'hui manager sportif de la structure dans sa globalité et mon bras droit est vraiment, on forme un binôme, je pense, très solide par rapport à cela. Donc on a une vision commune qui fonctionne bien. Et c'est vrai que bah, les talents qu'on a, on a encore Stéphane de Skottener qui a gagné encore une épreuve professionnelle en Chine, donc la nuit dernière. Donc on a un vivier qui est relativement prodigieux. Je pense à Mathis Gisel, Jarno Widar forcément. Et tous ceux qui vont incorporer la structure pour l'année prochaine. Donc on a beaucoup, beaucoup de talents à promouvoir, mais on sait aussi que 2026 pour nous sera crucial dans la mesure où que le retour dans le World Tour n'est pas la même chose que d'être leader des pro teams qui nous donnent accès à ce programme World Tour, sachant que dans la situation actuelle, nous avons la capacité de choisir notre calendrier, ce que nous faisons en fonction de la jeunesse de notre groupe, de manière à développer au mieux nos coureurs. L'année prochaine, enfin 2026, si le retour est confirmé en World Tour, il est évident que ce sera une autre paire de manches. Donc on est déjà sur un travail, une réflexion sur 2026, plus que sur 2025, où je dirais globalement les points sont acquis sur le plan sportif, en tout cas pour imaginer ce retour avec tranquillité dans le World Tour. Et donc, il y a eu des rumeurs de transfert concernant Maxime Von Gils, l'un de vos principaux leaders, qui a ramené énormément de points UCI cette année, notamment sur les classiques. Donc, vous pouvez nous confirmer qu'il restera au sein de votre formation l'année prochaine et en principe jusqu'en 2026. Un contrat est un contrat. Ce que j'ai encore eu au téléphone il n'y a pas très longtemps, c'est vrai que Maxime a, a changé d'agent. Euh, pour la petite histoire, il reprend l'agent, enfin, il a le même agent que Sian Brooks, donc on connaît l'histoire de l'année passée. C'est vrai que les appels du pied sont importants. Maintenant, les règles depuis ont changé au niveau de l'UCI. Il est important que tout le monde sache un petit peu ce qu'il en est. C'est vrai qu'on n'est pas dans le Far West, on n'est pas encore dans le football, qu'aujourd'hui, un changement ou un, un bris de contrat se fait uniquement avec l'accord de trois parties, donc la partie de l'équipe où appartient le coureur, et puis la partie de l'équipe qui demande ce coureur. Aujourd'hui, il est clair que nous, il est hors de question de briser un contrat, et encore plus celui de Maxime, dans la mesure où effectivement le renouvellement s'est fait de manière très sereine, à une époque où il le souhaitait, aux conditions qu'il le souhaitait.
Bien, bien, bien évidemment, je pense qu'on est tous ravis de son évolution sur cette année, mais on ne l'imaginait probablement pas à ce niveau-là au moment de la signature, lui le premier, et qu'aujourd'hui, effectivement, sa valeur est différente que celle qu'on a pu négocier au mois de janvier, mais c'est ce que je lui rappelais encore il y a quelques temps. Dans le phénomène inverse, lorsque nous avons, entre guillemets, euh, le fait d'avoir signé un coureur qui peut être trop cher, on n'a pas de money back sur, sur son contrat. Ce que nous dira son agent, c'est que le contrat, c'est le contrat. Donc, je lui fais la même remarque. Cette année, on a perdu dès la première course un Florian Vermeersch qui s'est brisé la jambe. L'équipe a assumé totalement ses engagements vis-à-vis de lui. Donc, et pourtant, c'est une perte nette. Donc, nous n'avons pas le choix par rapport à ça. Donc, je demande à ce que justement cet équilibre soit respecté. Il était bien évidemment pour nous en réflexion le fait de réouvrir le contrat pour Maxime. Mais ça, c'est une cuisine interne dans la mesure où les capacités financières de l'équipe le permettront. Mais encore une fois, c'est une réouverture de contrat pour l'étendre, non pas pour prendre le même et juste le réévaluer. Il faut du donnant-donnant. Mais ça, c'est une cuisine interne. Mais aujourd'hui, évidemment, il n'est pas question que ce contrat soit remis en question. Euh, Hier, Emmanuel Hubert a fait état d'un cyclisme français au plus mal, estimant que dans 5 ans, 60% des équipes françaises auront disparu. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On est d'accord, on parle du cyclisme amateur. Oui. Oui, 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 bah, complètement OK. Mais ça fait déjà. Moi, quand j'ai arrêté ma carrière fin 2002, j'ai développé un centre de formation sur la région rennaise qui a été la base de l'équipe professionnelle Sojason jusqu'en fin 2013, qui s'est arrêté l'année passée, justement parce qu'on était inscrit dans ce registre des divisions nationales 1, qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui. Pendant 20 ans, la fédération a œuvré pour structurer ce cyclisme amateur qui pouvait avoir une, euh, une véritable légitimité, surtout que certaines équipes bénéficiaient d'allocations ou de subventions territoriales à travers les départements et voire les régions. Donc il fallait absolument labelliser ces équipes-là. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. On connaît la conjoncture économique, on connaît aujourd'hui la situation des communes, on connaît la situation des départements et des régions dans le sens où il n'y a plus des rentrées d'argent comme les taxes d'habitation, par exemple, et des choses comme ça. Donc, il y a des économies à faire, des économies d'échelle à faire. Donc, c'est ce qui se passe sur le plan sportif. Euh, mais au-delà de ça, c'est qu'on a augmenté, la fédération a augmenté ses plafonds budgétaires minimaux pour labelliser ces équipes-là, mais n'a jamais, n'a en aucun cas pris conscience des retours sur investissement de tels investissements. Il est évident pour ma part, enfin si je prends l'exemple de Sojason à l'époque, Sojason Espoir, l'équipe de DNA qu'on a arrêté l'année passée, on avait, allez, sur un budget de 350 000 euros, je pense qu'il y avait allez, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y avait moins de 5% d'aide territoriale. Sauf que le partenaire privé, aujourd'hui, il est en droit de demander un retour sur investissement. Et quand les équipes de développement se sont effectivement développées à cette échelle-là, les équipes de DNA n'avaient plus aucun sens et n'avaient plus à la fois aucun sens sur le plan économique de retour sur investissement, mais n'avaient plus aucun sens non plus sur la valeur sportive et le développement qu'on mettait en place pour développer les meilleurs athlètes. À savoir qu'on ne pouvait plus participer comme on le souhaitait sur des classes 2, qui étaient pour moi à ce niveau-là des vraies références de niveau et pour évaluer des athlètes et savoir s'ils avaient les capacités d'aller plus haut. Donc à partir de là, ça n'a plus de sens. Si c'est pour faire des courses régionales avec de tels budgets, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Donc il y avait un manque de discernement, je pense, à la fois de la fédération et puis aussi du monde professionnel qui n'a jamais été connecté à ce milieu amateur. J'ai connu une époque où il y avait ces équipes entre guillemets réserves ou ces clubs référents qui pouvaient avoir du sens. Et il n'y avait pas de notion d'argent, mais c'est vrai, le fait d'être référencé par une équipe professionnelle donnait aussi une forme d'attrait et d'intérêt de coureurs ou de jeunes talents pour venir dans ces équipes-là. Aujourd'hui, on est en train de créer un schéma hyper professionnalisé. La France la Ligue notamment impose
contrairement à ce que impose la règle de l'UCI, impose à ce que les équipes continentales soient du même registre, avec les mêmes professionnalisations que les équipes au-dessus. Donc, moi, j'ai envie de dire que si on veut professionnaliser une équipe comme Saint-Michel ou comme Roubaix aujourd'hui, ou CIC, qui sont des équipes continentales françaises, avec des budgets qui sont 3 fois supérieurs que les homologues à l'étranger. Si on veut être professionnel, on est pro team. Et je pense qu'il est important de s'inspirer de ce qui se passe en dehors de nos frontières. Ça marche très bien. Moi, je suis en Belgique depuis 14 ans aujourd'hui. Euh, il n'y a pas de problématique majeure sur le fait que justement, on a une ligne claire et un chemin tracé pour le haut niveau. Alors on dit oui, il faut absolument assurer, garantir, sécuriser, mais on fait un métier qui n'est pas sûr. On fait un métier de saltimbanque. On est dans un schéma où on fonctionne toujours à court terme ou à moyen terme. Donc, à un moment donné, à vouloir faire plus et toujours plus, on arrive à une situation où on est aujourd'hui, c'est qu'on est en train de créer un fossé entre ceux qui vont sortir des juniors, qui ne vont plus avoir de structure dans les, oui, 3, 5 ans peut-être, pour les accueillir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la notion de double projet est complètement abandonnée. Parce qu'il est évident que si en sortant de junior, on veut faire une carrière à Liverpool ou à Yuzo ou ainsi de suite, qui sont des références et des exceptions, à mon sens, dans ce schéma sportif, on va avoir des coureurs qui aujourd'hui vont arrêter les études très, très tôt. Donc, on va plus avoir de suite, de vie sociale pour ces gamins-là. Et moi, je trouve ça dommage parce que la plus belle vie à vivre, c'est celle qui est après la carrière, en fait. Donc, s'il n'y a pas de capacité de rebond quand on a 21, 22 ou 23 ans, et qu'on a tout sacrifié pour un sport qui finalement ne nous a pas élus, hein, parce que c'est beaucoup d'appelés et peu d'élus, je pense qu'on va vraiment dans le mur. Et là, on fait fausse route. Parce que on peut écrire le prochain chapitre. Il est évident. C'est qu'aujourd'hui, les équipes de développement se multiplient. Ça commence à faire des lignes budgétaires très importantes parce que les agents de coureurs se sont jetés sur ces talents-là. Euh, ça crée un vrai business pour eux. Euh, donc, les équipes professionnelles vont très rapidement descendre d'un cran et s'occuper des juniors. Donc, on va plus avoir d'équipe de développement, mais comme on aura tout détruit, je parle surtout du niveau français, au niveau des DN1, il y aura plus rien. Il y aura plus rien, tout simplement. Donc, on aura, on aura vraiment tout ratissé. Et comme moi, vous le savez très bien, reconstruire quelque chose qui a mal fini, c'est très compliqué. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les équipes de DN1 aujourd'hui, ou des DN en général, DN2, DN3, hein, parce qu'il faut parler des divisions nationales qui ont été quand même, encore une fois, un gros chantier de la fédération pendant 20 ans pour structurer, ces gens-là organisent des courses, ce qui n'est absolument pas le cas des équipes de développement. Donc non seulement nous n'aurons plus d'équipes d'accueil, mais nous n'aurons plus non plus de courses, comme certains parlent, autour des clochers. C'est fini. Mais à un moment donné, pour avoir conscience de ça, il faut un petit peu être sur le terrain. Et moi, je suis assez révolté quand j'entends des gens aujourd'hui à la tête, du moins, on va dire, en haut de la pyramide, euh, oui, vanter ou regretter le manque de bénévolat, que le bénévolat, c'est ci, c'est ça, mais ils ont tout fait pour le détruire. Et qui bien même, ils n'ont jamais été bénévoles de leur vie. Moi, j'ai fait 20 ans de mon centre de formation. Ça a été un investissement. Je l'ai fait par passion. Et personne ne pourra m'enlever cela. Mais ces gens-là, leur interdis de parler de bénévolat parce qu'ils n'ont jamais pratiqué. C'est faux. Donc, il faut arrêter de dire des bêtises. Et le problème, c'est ça, c'est que les torts sont extrêmement partagés, ils sont un peu partout. Mais aujourd'hui, il y a un constat qui est grave. Parce que quand la pyramide est largement inversée, c'est comme le climat, on n'y reviendra pas en arrière. On sait que déjà, c'est en marche, c'est fini. C'est fini. Donc, à partir de là, on va vraiment avoir beaucoup de mal pour le haut niveau dans quelques années. C'est tout. C'est une réalité, c'est comme ça. Et tout le monde peut se regarder le nombril, mais on a tous une responsabilité.
Vous avez dû voir passer le conflit entre la Ligue nationale de cyclisme et la Fédération française de cyclisme. La FFC voulait créer une nouvelle division. L'ANC n'a pas accepté cette nouvelle division et ça va partir en justice. Est-ce que c'est pas aussi un symbole du mal qu'il peut y avoir dans le cyclisme français et notamment dans le semi-professionnel ou amateur? C'est surtout un symbole de connerie. C'est un gros symbole de connerie de part et d'autre. Il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre. C'est dramatique aujourd'hui. Est-ce qu'on a l'énergie de l'énergie à dépenser pour ce genre de bêtises? Alors que ce sont des années, des années, des années de travail, d'énergie pour de nombreux clubs, de nombreuses personnes. Euh, mais on s'en fout à la fin. C'est quoi l'idée? Moi, honnêtement, j'ai pas, et tout ce que je sais aujourd'hui, c'est ce que veut créer mettre en place la fédération. C'est une règle de l'UCI que la France a changée par protectionnisme. Le monde professionnel se protège du monde amateur par ce genre de conneries. Donc, en fait, la Fédé ne se fait que juste réappliquer ce qui existe à l'UCI. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'impose par rapport à ces équipes continentales fédérales, si j'ai bien compris, elle réinvente un nom de ce qui existe partout ailleurs. Est-ce que ce partout ailleurs fonctionne ou pas? Oui, il fonctionne. Pourquoi ne le mettons pas en place en France? Quelle raison? Qu'on me justifie le pourquoi du comment. J'entends depuis des années, oui, les conditions d'embauche sont différentes d'un pays à l'autre, ici et ça. L'UCI est à remédier aujourd'hui. Faut arrêter encore une fois, ce n'est que du lobbying de bas étage. La réalité n'est plus la même. Peut-être que ça existait à un moment donné, mais aujourd'hui, l'UCI crée des compensations pour que justement, en fonction de chaque pays, les règles financières soient plus ou moins équivalentes. Après, elles peuvent être mal interprétées ou mal comprises par ceux qui signent des contrats. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, je suis en Belgique, encore une fois, ça fait 2 ans que je dirige cette équipe-là. Je n'ai pas plus d'avantages qu'une équipe française ou moins d'avantages qu'une équipe française. Je connais très bien le système français, j'ai découvert le système belge, sincèrement, c'est la même chose. Donc, il faut arrêter de dire les choses qui ne sont pas vraies. C'est un lobbying pour, je ne sais quoi, pour obtenir des choses, peut-être. Ce serait la seule raison que je leur donnerais. Mais autrement, aujourd'hui, ça montre à quel point nous sommes dans la stupidité en France, quand une ligue, qui est en tout cas sous tutelle de la fédération, rentre dans un conflit comme ça. Est-ce qu'on a cette énergie-là? Est-ce qu'on a ce besoin de se bouffer le nez et de bomber le torse pour se sentir meilleur que l'autre? Non, on doit trouver des solutions ensemble. C'est ça la réussite et la clé de la réussite dans beaucoup de domaines. Si on ne sait pas à un moment donné se parler, communiquer et comprendre et trouver des solutions, les yak à faucon, il y en a plein. Euh, c'est un peloton entier de yak à faucon. Mais à un moment donné, OK, problème, solution. Qu'est-ce qu'on fait? On oublie le passé, on essaie d'avancer sur des bonnes bases. On n'y arrivera jamais de cette façon-là. Tout le monde se protège. Et puis les élus passent, et on est toujours sur cet immobilisme stupide. Et ce que j'aimerais, c'est que certains retrouvent la mémoire et qu'ils sachent d'où ils viennent et comment ils sont arrivés là où ils sont. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'amnésie. Dernière question, on va revenir du coup sur l'Auto-Destiny. On arrive à la fin de la saison. Il reste le Tour de Lombardie donc dimanche. Quel bilan dressez-vous du coup de la saison de votre formation? Plutôt bon, je suppose, avec cette neuvième place au classement ici. Mais disons que oui, c'est une continuité de 2023. L'année passée, on est au même rang. Encore une fois, je pense on fait du 130% de ce qu'on a. Avec chance, le sport cycliste n'est pas uniquement une addition de dollars ou d'euros autour de coureurs pour faire un classement. Nous sommes 9e mondial, mais très loin dans la pyramide ou l'échelle du budget. Donc ça, c'est un problème qui est déjà bien réglé chez nous. On a fait ce choix et cette vision d'être un challenger euh, et de miser sur l'investissement, enfin, miser sur le développement des jeunes, des talents. On a cette chance, encore une fois, du travail qui a été fait depuis de nombreuses années.
et qui portent ses fruits aujourd'hui, les Arnaud Delis, les Van Gils et Van Edvelt, qui sont, je dirais, aujourd'hui en pleine lumière chez nous. Les Segart viennent et c'est ce passage dans la Dévo. Donc ça a bien fonctionné et on continue toujours. Là, il y en a quatre ou cinq qui vont intégrer la Pro Team l'année passée. Ils sont prêts. Et on en a presque autant qui attendent pour l'année prochaine, donc enfin pour l'année 2026. Donc c'est pour dire que ça marche bien parce qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui de mettre beaucoup, beaucoup d'argent sur des coureurs. Et c'est pas notre philosophie non plus. Honnêtement, on ne rêve pas d'être UAE aujourd'hui ou Bahreïn, ou, enfin encore que Bahreïn est derrière nous au classement, mais des équipes avec des budgets pléthoriques. Ce qu'on veut, c'est d'exister avec ce qu'on peut faire et donner le maximum avec nos ressources, nos compétences et puis les idées, la vision qu'on peut avoir. Donc, non, c'est une excellente saison. C'est, je crois, plus d'une vingtaine de victoires avec ce que je regarde tout le temps, c'est le nombre de vainqueurs différents. Je crois que c'est 11 aujourd'hui, un peu comme l'année passée d'ailleurs. Donc, c'est un excellent résultat. Tout le monde a fait sa part et tout le monde a pris ouais, ses responsabilités à un moment donné quand il a été nécessaire ou possible de le faire. Donc, moi, j'aime bien cette équipe qui respire justement comment dire, cette mixité ou cette pluralité de vainqueurs et de résultats. Parce il y a aussi à côté de ça la Devo qui a gagné plus d'une trentaine de courses. On a gagné le Giro Next Gen avec Yarno. Le Val d'Aoste, il y a eu excellent résultat avec Aurine sur les championnats du monde dernièrement, mais sur Paris-Roubaix également, sur Liège-Bastogne-Liège. Ça, c'est des choses qui marquent et qui me plaisent beaucoup pour le futur. Et puis vos leaders sont encore jeunes aussi, enfin, vos principaux leaders. Je pense à Arnaud Delis, Maxime Angels et Lennart Van Etvelt, qui sont quand même pas encore progressés. Bah, ils sont tous moins de 25 ans. Je crois que Maxime est le plus vieux. Il va avoir 25 ans l'année prochaine, mais Arnaud, il a 21 non, il a 22 ans. Lennart a 21 ans. Donc oui, on sait aussi qu'on ne pourra pas les accompagner éternellement et voilà, et c'est notre but, on a cette conviction-là et on l'accepte, mais tant qu'on est dans cette capacité de répondre, je dirais, à leur développement maximal, on s'y tient. Donc on a préféré, encore une fois, cette année, encore une fois, on est 26 signés pour 2025. C'est une économie d'échelle sur la partie salaire, peut-être, mais c'est en aucun cas une diminution sur tous les autres aspects des performances et de développement de ce qu'on fait, parce qu'aujourd'hui, c'est finalement le cœur de la réussite de l'équipe. Et ce qu'on a réussi à construire en 2 ans va encore se développer en 2026, en 2025. Donc, c'est comme ça qu'on voit, de manière à ce qu'on soit attrayant aussi et qu'on puisse permettre à chacun de toucher ses limites. Merci, mais merci d'avoir répondu à mes questions. En principe, ça a dû enregistrer. J'espère en tout cas. Non. Mais merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Merci encore pour l'appel. Pas de souci. Passez une bonne journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir.